va démarrer notre Meetup EdTech. Bienvenue à toutes et tous pour cette grande soirée avant l'été. Mais voilà, on a le plaisir de vous retrouver ici au Cube EIC, qui voilà, l'honneur, enfin en tout cas on a l'honneur de pouvoir y participer, de pouvoir en tout cas bénéficier de ces beaux locaux. Donc on va passer à peu près là 1h30 ensemble avec la grande conférence de Frédéric, qui interviendra sur les sciences cognitives, les EdTech, enfin en tout cas voilà, il nous dira un peu son point de vue. Et puis voilà, surtout après un barbecue forcément que vous attendez tous et toutes. Ah oui, alors c'est le selfie time. Alors ça, on a l'habitude dans les meet-up EdTech de pouvoir faire une petite photo de groupe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est nombreux. C'est vrai qu'on a une belle assemblée. Donc je vais juste voilà, le faire de loin, comme ça on verra. Hop, certains d'entre vous, vous pouvez lever les bras. Hop, voilà, c'est parti. Hop, je prends les photos. Voilà, parfait, comme ça on pourra avoir un petit souvenir. Donc EdTech Hauts-de-France, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, parce que alors qui vient pour la première fois à un meet-up voilà, vous pouvez les applaudir, parce que ça fait quand même pas mal de monde au final. Et donc voilà, EdTech Hauts-de-France, faire des Hauts-de-France une terre remarquable d'innovation pédagogique et numérique, donc vraiment le lien entre l'éducation, le numérique, la formation et les technologies. Voilà, en résumé, c'est vraiment le but de faire connaître, vulgariser les EdTech, aussi que les entreprises qui développent des solutions numériques puissent se connaître entre elles, puissent collaborer avec forcément de la convivialité, être sérieux sans se prendre au sérieux, et puis voilà, imaginer des projets innovants ensemble. Alors voilà, on a la famille s'agrandit petit à petit, en tout cas les membres 2024, vous les retrouvez sur le site internet, mais voilà, il y a une belle diversité de thématiques, que ce soit voilà, sur l'orientation, les sciences cognitives, l'intelligence artificielle, des écoles, des grandes écoles, les DEX, Schema, Epitech, voilà, de toute taille. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas forcément de critères pour être membre EdTech. Il faut juste adhérer et participer, en tout cas, aux valeurs que l'on partage avec des partenaires que vous avez ici sous les yeux, notamment là, le C2RP. On est en train de signer une convention de partenariat. Vous en saurez plus bientôt avec le secteur plutôt des organismes de formation. Mais voilà, on est en lien avec toutes ces organisations. Et puis également les autres hubs EdTech, parce que d'un point de vue territorial, il y a aussi des frères et sœurs comme le Grand Ouest, les cousins bretons et normands, ou le Sud, avec EdTech Sud, EdTech Normandie, EdTech Lyon, etc. Et puis voilà, donc vous pouvez toujours adhérer, en tout cas c'est toujours possible tout au long de l'année, avec des tarifs forcément accessibles pour toutes les bourses, selon la taille de vos organisations. Pour vous donner quelques news et puis voilà, aussi faire une relecture des derniers mois qui sont passés, il y a eu le grand forum de l'innovation pédagogique, et c'est notamment à cette occasion qu'on a pu rencontrer Frédéric, qui est intervenu plusieurs fois et qui nous a donné envie de le réinviter ce soir. Voilà, certains y étaient, en tout cas certains d'entre vous, en tant que soit présentateur EdTech, aussi en tant qu'enseignant, pour aussi se former lors de ce forum. Et puis, je vous ai mis les liens que je vous enverrai au niveau de la présentation, mais vous pourrez retrouver un livret de l'édition avec les retours vidéo que voilà, l'équipe et Bertrand a consciencieusement tout enregistré. Donc voilà, vous pourrez retrouver ce compte-rendu-là. Il y a eu également, donc, lors de PIX, Pleine Image Expérience, une grande table ronde sur l'intelligence artificielle et la formation. Quels enjeux, avec des beaux intervenants, notamment Knowledge, Evidence B et le ministère de l'Éducation nationale. Donc vous pourrez aussi le retrouver sur YouTube, mais en tout cas un beau replay à revoir. Il y a eu également à Euratechnologie une édition, en tout cas une table ronde sur les marchés belges, avec un peu l'équivalent de EdTech France en Belgique, qui s'appelle EdTech Station, qui est basé à Tournai. Et donc ils sont venus à Euratechnologie nous exposer comment ça marchait dans le marché belge, mais apparemment c'est tout aussi facile qu'en France, ou difficile. Mais voilà, en
tout cas, c'était intéressant de rencontrer d'autres réalités et de se dire que forcément, on est frontalier avec nos amis belges, donc autant aussi investir ce marché et justement et proposer notamment le 27 juin, donc c'est non, c'est la semaine prochaine, en tout cas très bientôt, un EdTech Bootcamp Market pour les startups qui veulent justement aller vers le marché belge et qui ne savent pas comment. Et donc à Tournai, ils organisent une session un peu type bootcamp, hackathon, pour justement monter en compétences, rencontrer les acteurs et aborder ce marché belge plus concrètement. Donc voilà, vous pouvez, en tout cas, vous pourrez trouver le lien et l'événement sur LinkedIn pour y retrouver. Et ça a lieu, je pense, à Bruxelles, cet événement. On a eu également une belle expérience de co-développement entre membres, parce que voilà, Oriente-toi, qui est donc un des membres et Startup EdTech, avec Sophie et Kevin, avait une problématique liée à leur modèle économique. Et donc, à plusieurs membres, on a été les voir et on a utilisé cette méthode du co-dev, du co-développement, qui a été très précieux. Et donc, c'est certainement quelque chose qu'on va réitérer parce que, voilà, entre membres, on peut aussi se soutenir sur des problématiques qu'ont les uns et les autres. Finalement, ça sert à tout le monde. Mais voilà, cette méthodologie du co-développement est très puissante et permet justement d'avoir des idées. Et surtout, c'est comment aussi notre communauté aussi bienveillante les uns envers les autres et donc peut aussi s'entraider. Donc voilà, c'est aussi, si vous avez une problématique, en tout cas, vous pouvez nous solliciter et puis on peut organiser ce type de codev en sollicitant les membres intéressés et c'est très bénéfique. On a aussi, donc avec Denis, qui est rentré dans le bureau cette année, fait une visio avec une représentante d'EdTech France pour reposer les liens et surtout imaginer ce qu'on pourrait faire de plus intégré avec l'association nationale, parce qu'on a bien deux associations distinctes avec des objets différents, mais on peut travailler des complémentarités. Donc là, c'était ce qui a été en tout cas commencé à être initié, d'avoir des invitations mutuelles, de pouvoir partager aussi les événements qu'ils organisent. Et il y a plusieurs webinaires qui sont proposés par EdTech France qu'on pourrait justement vous diffuser et de pouvoir justement aussi qu'il y ait un relais national des activités locales, comme là le projet qu'on va vous présenter ce soir. Mais voilà, de retravailler cette mutualisation. Et donc c'est Denis qui est un peu le chargé de cette relation avec EdTech France. Et merci en tout cas Denis pour cela. On a également, en tout cas, initié un groupe sur l'intelligence artificielle et l'éducation et la formation. Donc, on a un groupe WhatsApp qui existe, qui a déjà 12 membres. Et l'idée, alors, ce ne sera pas un livre blanc, ce sera un petit manuel pratique de l'intelligence artificielle. En tout cas, on s'est vu tout à l'heure avec les personnes intéressées. Et l'objectif, c'est d'ici la rentrée, qu'on ait déjà un plan et quelque chose à mettre en musique et en graphisme pour proposer notamment aux acteurs de l'éducation, que ce soit donc les formateurs, les chefs d'établissement, les inspecteurs, en tout cas toute personne qui s'interroge sur ces questions d'IA et l'impact sur les pédagogies, sur l'évaluation, qu'on puisse avoir notre regard en tant qu'EdTech Hauts-de-France, en tant que membre, des expériences aussi qui sont déjà vécues ici, pour proposer des cadres, proposer des bonnes pratiques qui sont issues du territoire envers justement ces acteurs du territoire qui sont forcément actuellement encore dans le flou parce que ça pose énormément de questions. Et donc là, on a un temps d'avance parce que même en France, en tout cas, on n'a pas eu connaissance qu'il y a d'autres EdTech qui sont lancés sur ce sujet. Et donc là, on a vraiment une carte à jouer en tant que communauté finalement. Et donc on est avec l'académie, avec Canopé, avec les grandes écoles, avec des startups, avec le Cube, etc., à réfléchir ensemble. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi venir me voir et puis on pourra justement vous intégrer dans le groupe et puis se répartir ensuite les réflexions pour pouvoir justement avancer sur ce petit guide pratique. Voilà, quelques news aussi que je voulais vous partager. Alors, je ne sais pas si Marianne est arrivée, mais en tout cas, il y a eu des événements qui ont eu lieu. Notamment ici, c'était l'événement de Make Sense Éducation à Paris, où il y avait Nejma de Knowledge qui était présente pour témoigner. Je vous ai mis aussi donc l'article que nous a partagé Déborah sur l'IESEG et notamment Loïc Play, qui est le directeur innovation pédagogique, qui parle justement d'EdTech Hauts-de-France dans son article sur les EdTech doivent proposer des solutions validées sur le plan scientifique. Donc voilà, je pourrais vous mettre le lien également, mais en tout cas,
voilà, on est visible sur les réseaux. Et puis aussi, la petite news aussi que j'ai vue sur LinkedIn, hein, Archipel, qui est aussi un de nos membres avec Sylvain, qui vient d'intégrer par exemple un catalogue de Benelux School, qui est un ENT pour je pense, les écoles primaires. Et donc, voilà, ils ont pu intégrer leur solution. Également, on a un de nos membres, hein, donc Minache hein, de Cantou, qui portera la flamme. Donc voilà, on pourra lui demander de porter aussi la flamme de la EdTech, hein, mais pour les JO en tout cas, voilà, on aura aussi une membre porteuse de la flamme. Donc ça aussi, Cantou sur les questions d'inclusion et cahiers scolaires pour les enfants dyslexiques et toutes les 10 possibles. Et donc voilà, on a Minache qui sera là. Également, on a pu publier un podcast avec le C2RP, donc c'est le C2 podcast qui traite là du sujet sur se former en technopédagogie et à l'entrepreneuriat. C'est possible avec Numefa. Donc Numefa, hein, c'est le projet qu'on a initié avec l'Université de Lille et de Mons pour intégrer une option EdTech dans un parcours de formation des professeurs qui s'intéressent à se former, se professionnaliser sur les questions numériques. Et donc, il y a une option qui est proposée depuis cette année scolaire. Donc là, on vient de terminer, donc on va réitérer l'année prochaine. Mais si ça vous intéresse aussi d'intervenir, hein, vous êtes certains entrepreneurs ici présents à être intervenus pour témoigner de vos expertises, de vos témoignages auprès de professeurs qui ont une idée, mais qui ne savent pas comment entreprendre dans les EdTech. Et donc, nous, on est là pour un peu les outiller, les aider. Et donc, c'est proposé dans le cadre de ce DU qui a quelques années maintenant et qui grossit d'année en année. Donc, voilà, on est en lien avec eux. Et puis, on souhaite aussi la bienvenue. Hein, c'était aussi la grosse news à Rose, voilà, Rose Fronto, que vous avez peut-être eu au téléphone, hein, qui justement nous a rejoint pour travailler sur le projet Syconium qu'on va vous présenter juste après. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même important qu'on puisse aussi accueillir, employer aussi stagiaires. Et puis, on verra pour l'année prochaine, hein, l'année scolaire. Hein, mais voilà, une alternance et voilà, de pouvoir en tout cas s'appuyer sur des forces vives plus que le bénévolat, en tout cas des personnes qui puissent intégrer l'association. Voilà rapidement pour cette partie news, hein, et puis on va surtout avoir la chance d'entendre hein, Frédéric, tout ce qu'il a à nous partager hein, sur les sciences cognitives. En tout cas, voilà, on est heureux Frédéric de t'accueillir. Hein. Je pense que tu viens de Paris, donc c'est vrai que voilà, tu as fait le déplacement jusque chez nous pour cette soirée. Donc sois le bienvenu, et puis je t'invite à venir nous rejoindre, et puis vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, Chris. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être là, effectivement, je viens de Paris. Alors c'est pas très très loin en réalité, c'est vrai qu'on se fait toute une image quand on est à Paris des Hauts-de-France, mais en fait c'est très accessible en train, franchement ça se fait très très bien. Bon bref, c'est la deuxième fois que je viens, puisque du coup je suis venu pour la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis ravi d'être là ce soir et de partager un petit peu avec vous des choses autour des sciences cognitives. Merci, c'est parfait, super. Alors, je vais me présenter, puis présenter un petit peu ce que j'ai choisi de vous présenter ce soir. Donc, je m'appelle Frédéric Guileret, je suis actuellement enseignant de SVT. J'enseigne au nord de Paris, dans un lycée, mais je ne fais pas beaucoup d'heures, j'ai beaucoup de missions annexes. Et dans mes missions annexes, je travaille sur comment utiliser les apports de la recherche en sciences cognitives pour améliorer l'efficacité des apprentissages. Alors, ça va se décliner dans les classes, mais ça se décline aussi dans la formation, dans l'éducation professionnelle. Quand on est parent aussi, ça aide forcément. Donc voilà, ça s'adresse à toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont en lien avec les apprentissages, la formation. Pareil avec le numérique et les EdTech, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser les outils numériques tout en prenant en compte les apports de la recherche. Donc mes missions tournent autour de ça, je suis formateur sur ça, je suis chargé de mission au Conseil scientifique de l'éducation nationale sur ces questions aussi, et puis j'ai cofondé et je suis vice-président de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives. Voilà, donc j'ai on va dire une expertise sur ce domaine, et c'est ça que je vais partager un petit peu avec vous ce soir. Alors je me suis fixé 4 objectifs pour ce temps qu'on a ensemble, une petite heure. D'abord définir ce qu'on appelle les sciences cognitives, et puis comprendre aussi la rigueur qui est associée à cela et les enjeux. Et tout à l'heure, j'ai vu dans une des slides de Chris l'idée que les EdTech doivent s'appuyer sur la recherche. Et on reviendra dans la première partie sur la rigueur nécessaire quand on parle des sciences cognitives et quand on parle des apports de la recherche. Ensuite, un petit mot très rapide pour parler des piliers de l'apprentissage, les piliers fondamentaux pour toute situation d'apprentissage, qu'on soit en présentiel, en distanciel, en numérique ou pas en numérique. Il faudra toujours prendre en compte ces 4 piliers et les décliner dans ce qu'on propose.
Je vous proposerai ensuite un petit temps interactif avec des petits exercices autour de trois temps: attention, mémorisation, compréhension. Et l'idée, c'est d'amorcer un petit peu ce qu'on peut dire du cerveau apprenant. Et ça devrait vous permettre de voir un petit peu comment on peut ensuite le transférer dans sa propre pratique de formateur ou de concepteur de logiciels numériques ou d'enseignant ou même de parents. Et puis quelques mots à la fin aussi sur les perspectives que ça ouvre dans le champ alors des EdTech, mais aussi le champ de la pédagogie et de la formation. Voilà pour les objectifs de ce temps que nous avons ensemble. Donc on va décliner ça en 4 temps. On va parler d'abord de quelques croyances. Je vais vous faire jouer sur un vrai-faux sur le cerveau. On verra les piliers, quelques stratégies et puis les perspectives. Je propose avant toute chose de définir ce qu'on appelle sciences cognitives. Notamment parce que les termes qu'on entend, alors moi je vois passer plein de choses: neurosciences, neurogouvernance, neuroleadership, neuroéconomie, neuromarketing, neurolearning, neuroéthique, neuroblablabla. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi ce terme neuro? À quoi ça fait référence? Alors le mot le plus courant, en tout cas, c'est neurosciences. C'est le terme le plus courant avec le préfixe neuro qu'on va toujours voir. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça couvre? Les neurosciences, c'est les sciences qui étudient le cerveau d'un point de vue biologique. On va aller faire des mesures, on va regarder où est-ce que les différents neurones sont actifs dans le cerveau quand on fait telle ou telle chose, on va cartographier, on va produire des magnifiques images d'IRM. Ça, c'est les neurosciences. Alors, si on s'intéresse à l'apprentissage, c'est les neurosciences cognitives. Si on s'intéresse à ce qui va être plutôt émotion et base biologique des émotions, ce sont les neurosciences affectives. Et si on s'intéresse aux relations sociales, on est dans les neurosciences sociales. Les sciences cognitives, c'est plus large. Ça a émergé dans les années 50 du siècle précédent, et il y avait 3 piliers fondamentaux: les neurosciences, qui sont là depuis le début, pas de souci, hein. Depuis le début des sciences cognitives, on essaye de comprendre biologiquement comment ça marche. Mais en réalité, il y a un autre champ qui est la psychologie cognitive expérimentale, qui produit beaucoup de données, et c'est même le champ majeur qui nourrit très clairement la pédagogie aujourd'hui, et également qui va nourrir la façon dont on va apprendre, qu'on soit encore une fois en numérique ou pas en numérique. Et puis un troisième champ qui est là depuis le début aussi, dont on parle beaucoup maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Depuis le début, les sciences cognitives cherchent à modéliser le fonctionnement du cerveau à travers l'IA. Donc ça, c'est très présent. Donc ça, ce sont les champs majeurs. Et puis qui gravitent autour, on a un peu de linguistique, d'anthropologie, de philosophie. Mais les champs majeurs, ce sont ceux-là. Donc quand on parle des sciences cognitives, en fait, la plupart du temps, en réalité, on ne parle pas des neurosciences. On parle de la psychologie cognitive expérimentale. Voilà, je me permets de le dire parce que derrière, il y a toujours une démarche scientifique pour produire toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le cerveau. Ça veut dire, démarche scientifique, que, 1, les chercheurs posent des hypothèses et essayent de les vérifier. Donc ils vont se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait pour bien mémoriser? Moi, je parie que si on fait ça, on apprend mieux. Et puis ils vont le tester, ils vont mettre en place un protocole en laboratoire, évidemment, ils vont contrôler tous les paramètres pour être sûr que ça fonctionne bien. Et puis, ils vont ensuite choisir un panel qui doit être suffisant, représentatif. On ne teste pas ça sur 2 personnes. Ils font des essais contrôlés avec un groupe test, un groupe contrôle, randomisé. Donc, on va mettre les gens au hasard dans le groupe test ou dans le groupe contrôle. Et puis, on va multiplier ça. Et à la fin, on a des données. Et c'est là, à la fin, qu'on va dire, OK, aujourd'hui, comment on apprend? On apprend comme ça. Si on fait ça, c'est plus efficace que si on ne le fait pas, par exemple. Et on arrive à ce qu'on appelle des données probantes. Aujourd'hui, on parle de données probantes, on parle d'evidence-based learning ou education. C'est le même principe, on s'appuie sur des données probantes. Probantes, ça veut dire que derrière, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de publications qui disent toutes la même chose. C'est pas juste une publi de on sait pas trop qui est sortie un jour, ou quelqu'un a dit que dans un livre ou sur un réseau social que ça marche comme ça. L'evidence-based, derrière, il y a beaucoup de données, et le maître mot, c'est la rigueur. Ça va pour la définition? Alors, c'était pour ouvrir. Maintenant, jouons un petit peu sur le cerveau. Alors, je vais vous faire jouer à identifier dans une liste de propositions ce qu'on appelle les neuromythes, des croyances sur le cerveau, croyances fausses, bien sûr, qui, en général, sont exprimées dans un langage qui a l'air plutôt scientifique et sérieux, qui souvent est inspiré par des résultats qui sont mal interprétés, simplifiés ou carrément périmés, et qui résistent. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ça marche pas comme ça, et vous allez faire, ouais, moi je pense quand même que j'ai raison, ça marche comme ça. Ça, c'est assez typique des neuromythes. Alors, je vais vous faire une petite liste de propositions, et vous aurez 4 minutes avec votre voisin-voisine pour identifier ce qui est vrai et ce qui est faux là-dedans. Vous êtes prêts à jouer? Vous êtes prêts à jouer? Ok, on y va. Alors, première proposition,
Hyper importante, ce qu'on appelle la pyramide des apprentissages. Vous avez des valeurs ici. Ces valeurs vous indiquent ce qu'on retient 24 heures après avoir appris. Donc, en fonction de la modalité. Comme vous voyez en haut, on retient 24 heures après 5% de ce qu'on a reçu dans un cours magistral. Et puis quand on descend, 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on a fait en audiovisuel, et puis on descend, 50% en groupe de discussion, 75% apprentissage par la pratique, 90% enseigné aux autres. C'est très important de le connaître, parce qu'en général, on coupe ici. Au-dessus, on a ce qu'on appelle les pédagogies dites passives, où le cerveau n'apprend pas. D'ailleurs, on voit les chiffres, on est en dessous de 50. Et en bas, on a les pédagogies dites actives qu'il va falloir utiliser le plus possible, quelles que soient les situations, pour qu'on apprenne. Entremêler deux apprentissages les perturbe. Si vous faites un petit peu d'un apprentissage et puis un petit peu d'un autre, vous allez vous mélanger. Le cerveau gère très mal tout ce qui va être interaction entre les apprentissages. Donc il vaut mieux faire des blocs d'apprentissage. Bloc A, puis bloc B. Le cerveau préfère ce genre de planification de l'apprentissage. Un souvenir est toujours fiable. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas toujours des souvenirs sur tout, mais quand on a des souvenirs avec des images, on peut faire confiance à notre cerveau. C'est une belle machine à enregistrer ce qu'il vit. On utilise notre cerveau 24 heures sur 24. Notre cerveau et nos mémoires sont organisés selon un modèle qu'on appelle le modèle VAC. V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique. Et chacun d'entre nous, nous avons une dominance dans l'acquisition et l'apprentissage. Donc on est soit plutôt visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Et on a tout intérêt à proposer des supports, proposer des animations, des outils, des stratégies adaptées au profil d'apprentissage des personnes. Notre cerveau est organisé avec deux hémisphères, le gauche et le droit. Dans l'hémisphère gauche, on va trouver ce qui est plutôt rationnel et qui va plutôt être lié au raisonnement, et dans le droit, ce qui va plutôt être associé à l'empathie, à la créativité. Et en général, là aussi, il y a ce qu'on appelle une dominance hémisphérique. L'un des deux hémisphères domine l'autre, et on est donc plutôt soit logico-mathématique, soit plutôt créatif et empathique. On peut là aussi se tester pour savoir quel est son profil et adapter les stratégies. L'intelligence n'est pas unique. Dans le cerveau, il y a 8 types d'intelligence. Alors la plus testée et la plus couramment utilisée à l'école, c'est la logico-mathématique, ainsi que la lexico-verbale. Les tests de QI sont basés sur ça. Mais il y en a d'autres derrière: la musicale, la naturaliste, la visio-spatiale, la kinesthésique, l'intra- et l'interpersonnelle. Et là aussi, chez chaque personne, on a 2 ou 3 intelligences dominantes qui ne sont pas forcément, évidemment, la logico-mathématique et lexico-verbale. Adapter nos stratégies, les supports et ce qu'on dit aux apprenants peut conduire à un meilleur apprentissage. On peut faire deux choses conscientes en même temps en restant efficace dans les deux. Notre cerveau est composé en fait de 3 parties indépendantes. Le cerveau reptilien à la base qui gère tout ce qui est lors de la survie et des besoins physiologiques. Le cerveau limbique au cœur qui va gérer les émotions. Et le cortex à la surface qui va gérer tous les processus cognitifs de haut niveau. Faire fonctionner ensemble et de manière efficace les 3 cerveaux permet d'améliorer les apprentissages. Les hommes ont un cerveau plus gros que celui des femmes. Et nous utilisons environ 10% de notre cerveau. C'est à vous de jouer, vous avez 4 minutes avec votre voisin-voisine maintenant pour trouver, il y a des vrais là-dedans évidemment, quels sont les numéros qui sont corrects. À vous de jouer. Ah ah. Ah oui. Ceux qui sont déjà venus ne doivent pas parler. Ah, c'est pire que ça. C'est-à-dire. Ah, très bien. Ah oui, alors. Faut rien dire alors. D'accord. Moi, ça me paraît. C'était vos réponses? Ouais, je pense. Ouais. Vous avez quoi? 5, 7, 9. 5, 7. Alors, nous, on a mis 1. Ok.
Ok. Ça, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ok, au moins un. Alors, le reste, c'est pas fait ou vous avez dit que c'était faux? Bah, il y a beaucoup de choses qu'on trouve fausses. Ah, très bien. Ouais, ok. ouais. Ah, ok, intéressant. Alors, vous avez noté les vrais là, c'est bon? Ah non, il y a des vrais. Ah, il y a des vrais. Ah, trouvé quelques Ah, je vais le préciser. Alors, pour vous aider, tout n'est pas faux, parce que j'entends des personnes qui disent ah, tout est faux. Eh non, tout n'est pas faux. Je vais même vous aider, parce que je suis quand même. J'ai envie de vous aider, c'est sympa. Il fait beau, il y a un barbecue derrière. Bref, je vous aide. Je vais vous dire le nombre de propositions correctes. Il y en a 2. Par contre, moi j'ai un souci, c'est avec le modèle Baco, là, le 5. Parce qu'en fait, ça, c'est un concept de la PNL. Et en fait, la PNL, elle travaille sur la perception. Le Baco, ce sont des canaux de perception. En fait, une fois qu'on a elle est travaillée autrement que par la perception. Là, c'est un très Oui, d'accord. voilà, donc moi, effectivement. Je ne peux pas valider, mais j'entends le raisonnement. Encore quelques secondes de patience. Je ne peux pas dire, ça paraît assez juste. Mais je pense quand même que... Lesquels? Totalement pas d'accord. Allez, allez. On va corriger tout ça. Alors, tout le monde a choisi ces 2 numéros gagnants. Eh bien, les numéros gagnants sont les numéros 4 et 10. Alors, débrief. Je commence par les vrais. Celle-là, formulée comme ça, elle est vraie parce que le cerveau est proportionnel à la taille du corps et qu'en moyenne, les hommes étant plus grands, en moyenne, leur cerveau est plus gros. Mais, ce n'est pas la taille qui compte. C'est la connectique à l'intérieur. On rigole, mais c'est un argument qui a été utilisé historiquement. Bah, attendez, les hommes ont 200 grammes de cervelle de plus. Ils sont donc plus intelligents que les femmes, voyons. Mais c'est faux. En tout cas, on ne tire de cette réalité biologique, on ne tire absolument rien d'un point de vue fonctionnement du cerveau. Le cerveau fonctionne 24 heures sur 24. Oui, on a beaucoup de données aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau, la nuit, et notamment... Comment ça, non? Pour la majorité des gens. Et on a beaucoup de données sur sommeil et apprentissage aujourd'hui qui montrent que vraiment la nuit, le cerveau est même très actif quand il est associé à l'apprentissage. Alors le reste, c'est faux. Alors celui-là est très beau. Il y a même une source en bas, National Training Laboratories, qui un jour a publié ça, qui a dit voilà, on a fait une publi, tenez. Ok, est-ce qu'on peut voir la publi? Ah non, ok, mince. Donc il n'y a pas de publi et depuis ça circule, tout le monde le prend et tout le monde dit oh, il faut jamais faire ça, il faut toujours faire ça. Alors, la réalité est un petit peu plus délicate. Pourquoi? Parce que, en fait, ça nous indique pas grand-chose, outre que, bien sûr, c'est faux. Les valeurs, ce qu'il faut se poser comme question, quoi qu'on fasse, qu'on soit avec des apprenants dans une classe, qu'on conçoive un logiciel, qu'on soit en distanciel, la question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait faire au cerveau en face de nous? C'est la seule question à se poser. Parce qu'on peut très bien faire du magistral à certaines conditions. Mais lesquelles? Comment engager le cerveau activement quand on fait du magistral? De la même façon, on peut faire des groupes de discussion sans que les gens soient engagés. Enfin, je pense qu'on a tous déjà vécu ça, hein, des groupes de discussion où on n'est pas engagé. Donc c'est pas parce que donc l'idée c'est pas de se dire je bannis tout ce qui est magistral et je ne fais que du groupe de discussion. C'est quoi que je fasse et que je choisisse comme modalité, quoi que j'utilise comme outil, comment j'engage le cerveau activement dans ce que je propose. Et donc, on va oublier ça et surtout réfléchir à comment engager, quel que soit le support, le format qu'on propose. Entremêler perturbe. Et non, ça c'est contre-intuitif, mais le cerveau adore entremêler. Il apprend beaucoup mieux quand il entremêle. Alors, c'est souvent décrit comme inconfortable. Les apprenants disent « Ah, j'aime pas, je mélange », mais en réalité, ils apprennent beaucoup mieux. Un souvenir est toujours fiable quand on en a? Non, le cerveau fabrique des souvenirs. Je peux, là, si je vous demande où vous étiez le 11 septembre 2001, je suis sûr que vous avez un souvenir extrêmement précis. Et je suis sûr aussi qu'il est faux.
Pourquoi? Oui, je suis désolé, je m'avance un peu, mais il y a une belle étude de suivi de cohorte qui a été faite aux États-Unis qui a suivi des personnes qui ont vécu le 11 septembre de l'intérieur. Et on les a interrogées régulièrement, tous les 6 mois, 1 an, 3 ans. Et ce qu'on constate, c'est que les souvenirs se déforment au cours du temps. Et que ce qui pensent être la réalité, en fait, se modifie au fur et à mesure. Et pire, plus on raconte, plus c'est modifié. Donc la petite histoire et la petite anecdote qu'on raconte tout le temps, elle est probablement très éloignée de ce qu'on a vécu initialement. Alors, le modèle VAC. Alors, le cerveau ne fonctionne pas avec une modalité sensorielle qui serait privilégiée dans les apprentissages. Ce qui est vrai, c'est qu'on a des préférences. En général, on peut tous se classer dans un des 3 profils en disant « moi, je préfère visuel, auditif ou kinesthésique ». On va tous dire « moi, j'apprends que quand je parle ou j'écris ou je vois des schémas ». Mais néanmoins, ce qui est intéressant de retenir là, c'est que le cerveau apprend beaucoup mieux lorsqu'il fait les 3 en même temps. Et que toutes les expériences scientifiques qui ont essayé de démontrer qu'on est plus performant si on est nourri de sa modalité préférée n'ont abouti à rien. Donc il n'y a aucune donnée probante pour dire que il faut qu'on fasse ce qui est privilégié par les apprenants. Dominance hémisphérique. Alors oui, on a bien 2 hémisphères, mais non, toute la logique n'est pas à gauche et la créativité à droite avec un des 2 qui domine. D'ailleurs, je plains sincèrement les apprenants ou les personnes qui ne sont ni matheuses ni artistiques. Parce que d'après cette théorie, elles n'ont pas de cerveau, a priori, puisqu'on est soit l'un, soit l'autre. Donc non, ça ne marche pas comme ça. Les types d'intelligence, pareil, aucune donnée probante pour justifier les différents types d'intelligence. C'est la théorie de Gardner là, qui explique qu'il y a différents types d'intelligence. Mais non, ça ne marche pas comme ça non plus dans le cerveau. Donc surtout, l'idée de ça, c'est de ne pas profiler les personnes et les apprenants. La plupart du temps, il n'y a pas de données probantes pour démontrer ça. On peut faire 2 choses conscientes en même temps efficacement? Non. On peut le faire, oui, mais efficacement, non. Notre cerveau est monotâche. Le cerveau humain est monotâche consciente. Une tâche consciente à la fois. Quand on fait les 2 parce qu'on veut gagner du temps, le cerveau doit switcher d'une des tâches à l'autre. Et donc, on est en réalité moins performant dans les 2 tâches. Ou alors, on va d'un coup se focaliser que sur une seule. Par exemple, vous êtes dans une visio en réunion, vous écoutez, d'un coup, vous faites un mail. Vous ne faites pas les 2 en même temps. En réalité, on switch rapidement de l'un à l'autre. On va me dire derrière, oui, mais alors il paraît que les femmes seraient multitâches. Non, j'ai dit cerveau humain, donc on est d'accord, ça inclut tous les genres, donc non, le cerveau humain reste monotâche. En revanche, c'est les tâches conscientes. Une tâche automatisée ne va pas consommer de ressources cognitives. Je peux donc avoir une tâche consciente et des tâches automatisées sans problème. Là, par exemple, je peux tout à fait faire ma conférence en marchant. La marche est automatisée à mon âge, donc j'ai pas de problème pour le faire. Mais si vous me demandez maintenant de faire ma conférence et de sauter à cloche-pied, les chiffres pairs sur la jambe droite, les chiffres impairs sur la jambe gauche et tous les 4 on inverse, il y a des chances que j'arrête de faire ma conférence parce que là, je ne suis plus en marche consciente. Alors quand on dit que les femmes sont multitâches, peut-être qu'il faut aller questionner l'automatisation des tâches chez les hommes. Les 3 cerveaux, vieille théorie aussi qui ne fonctionne pas. Ces 3 parties sont bien effectivement existantes dans le cerveau, mais elles ne sont pas du tout indépendantes. On a envie de dire, d'après cette théorie, le cerveau reptilien, si je vois une araignée et que j'ai peur, c'est lui qui réagit. Alors, en réalité, quand on voit une araignée et qu'on a peur, la vision, elle s'active ici dans le cortex, elle vient activer l'amygdale dans le cerveau limbique, qui va gérer ensuite la fuite en connexion avec le cerveau reptilien. Donc tout est déjà hyper connecté, en fait. Donc toutes les personnes qui vont vous vendre de mieux travailler en faisant fonctionner comme ça ces 3 parties de cerveau, c'est pas basé sur des choses scientifiques. Et on utilise 10% de son cerveau, c'est pas 10%, puisque c'est en rouge. Donc à votre avis, c'est combien? Pas beaucoup. Alors, c'est parce qu'il y a un film sur ça, Lucie de Luc Besson. Le pitch de base est qu'est-ce qui se passerait si on utilisait plus de 10% de notre cerveau? Mais en réalité, on utilise déjà 100% de notre cerveau. Il n'y a pas des zones qui ne servent strictement à rien. Alors, je voulais vous faire jouer à ça parce que quand on parle des sciences cognitives, on entend et on voit et on lit beaucoup de choses et on lit beaucoup de bêtises aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être prudent, rigoureux, d'aller regarder ce que la recherche dit, mais de manière en tout cas, de manière rigoureuse. On va éviter les choses comme ceci, par exemple. Donc véridique, j'ai vu ça sur une formation. Donc une formation leadership de type cerveau total. Cette vision combine et réunit les facultés du cerveau gauche, scientifique, qui s'appuie sur l'analyse de données et le raisonnement critique avec les facultés du cerveau droit créatif qui reposent sur l'intuition et l'empathie. Ceux qui adoptent une vision cerveau total constatent un impact positif sur le résultat net, avec une croissance du chiffre d'affaires de 22% et de rentabilité de 34%. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Donc, non, ça c'est basé sur un neuromythe. Je suis tombé sur un bouquin aussi. Alors,
vraiment, je vais prendre des précautions. Je pense que la personne qui l'a écrite est un très très bon coach d'entreprise, réellement. En revanche, ce sur quoi il s'appuie d'un point de vue scientifique, ça s'appuie beaucoup sur des neuromythes. Et pourtant, je pense que la personne fait du très bon boulot parce que quand on lit son bouquin, il y a beaucoup de choses qui relèvent davantage du coaching que des sciences cognitives. Et je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement efficace pour accompagner. Mais par contre, à vouloir rajouter de la neuro un peu n'importe comment, on fait un petit module de formation et on est expert en neuro et en sciences cognitives, là, prudence. Juste prudence. Parce que la question, c'est quand même, est-ce que les gens sont formés correctement ? On a parlé des neuromythes, mais il y a aussi plein de biais cognitifs. Alors ça intéressera particulièrement les personnes en entreprise qui recrutent, par exemple. Notre cerveau est biaisé tout le temps avec des effets comme le biais de récence. Les dernières informations auxquelles on a été confronté sont plus facilement récupérées. Autrement dit, les candidats qui passent en dernier dans une journée de recrutement sont favorisés si on ne prend pas de précautions pour lutter contre ce biais du cerveau. Généralisation excessive, tendance à effectuer des associations entre des traits de caractère ou des informations spécifiques qui nous font tirer des conclusions hâtives. Ce candidat fait des sports collectifs, c'est donc quelqu'un qui fonctionnera très bien en équipe. Donc là, par exemple, effet de généralisation excessive. Ou, plus couramment, je teste quelque chose dans ma classe ou avec mon équipe, ça marche, je peux généraliser à toutes les situations. Donc non, attention, il faut être très prudent, encore une fois. L'effet de simple exposition, c'est le sentiment positif face à quelque chose de déjà rencontré. J'ai déjà rencontré un candidat ou une candidate, eh bien, je suis biaisé de base avec un sentiment positif parce que j'ai déjà rencontré la personne. Donc, plein de précautions à prendre. Notre cerveau est soumis à des croyances, beaucoup sont fausses, sont soumis à des biais cognitifs en permanence, alors qu'ils sont très bien. D'habitude, les biais cognitifs, c'est fait pour optimiser notre fonctionnement, donc c'est plutôt bien qu'on les ait, mais il y a plein de situations où ça va être compliqué. Et puis, des mauvaises interprétations, parfois. Je me permets de citer encore ce que j'ai vu en formation. Donc, une personne qui dit « Je vous fais une présentation écrite et auditive », puisque donc c'est une carte mentale commentée, car les neurosciences disent que le cerveau apprend mieux avec plusieurs modalités sensorielles. Alors, oui, mais non. C'est-à-dire que le cerveau apprécie effectivement et encode davantage si plusieurs sens sont utilisés, mais pas quand c'est redondant. Il faut que le cerveau dispose d'éléments textuels et picturaux. C'est ça que dit la recherche. La recherche ne dit pas qu'il faut doubler un message écrit textuel avec un message oral auditif. Ça, c'est une mauvaise interprétation des résultats de la recherche et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas comme ça que le cerveau va être efficace. Voilà, donc la fin de cette première partie, c'est pour se poser la question toujours, quand les personnes abordent les sciences cognitives ou les neurosciences cognitives, quelles sont leurs formations, à partir de quoi ils sont formés, quelle est la rigueur derrière les propos. Voilà, c'est important parce que quand on va faire utiliser les sciences cognitives pour faire des logiciels, pour améliorer les formations professionnelles, pour améliorer les apprentissages, la question derrière, c'est toujours la même, c'est la rigueur dans ce qu'on va proposer, quel que soit le support qu'on propose ensuite. Ça va pour ça ? Alors, je vous donne 1 minute pour partager une idée clé sur tout ce qu'on vient de dire avec votre voisin ou votre voisine. Top chrono, qu'est-ce que cette première partie vous a inspiré ? Vous avez 1 minute, c'est à vous. Ah, c'est moche comme mot, ça. Pardon. Non, c'est moi. J'ai la bougeotte. Ok. Une idée clé ? La posture du doute à toujours avoir sur... Ah, ok. Intéressant comme idée, du coup. Ok. Cool, ça. Vous avez une idée clé, c'est bon ? Oui. Au bout de pas en avoir, hein, c'est si vous avez. Ok. Alors, je me permets de reprendre la main. On aura tout le barbecue pour continuer de
de travailler sur ça. L'idée, là, c'était simplement de prendre une petite minute pour faire émerger quelque chose, faire du lien avec ce que vous faites, vous, puisqu'il y a des profils très différents ce soir. Donc l'idée, c'était de commencer à planter des graines et voir après ce qu'elles donnent. On verra ça autour d'une côte de bœuf tout à l'heure. Alors, je vous propose qu'on avance un petit peu pour voir ce que peuvent nous dire maintenant les sciences cognitives et que dit la recherche sur un certain nombre de choses. Alors, la deuxième partie est assez rapide, c'est pour vous présenter les piliers de l'apprentissage qui doivent toujours être là dans toutes les situations où on va devoir apprendre. Encore une fois, qu'on soit en présentiel, en distanciel, en numérique ou pas en numérique, il faut toujours qu'il y ait les 4 piliers suivants. Alors, ça a été formalisé, les sources sont toujours en bas, par Stanislas Dehaene, qui est un psychologue cognitiviste, qui a formalisé de la façon suivante ce qui est nécessaire pour toute situation d'apprentissage. Premier pilier, l'attention. L'attention, c'est la porte d'entrée dans le système cognitif. Donc forcément, il y a une attention privilégiée, particulière à faire sur cette entrée-là. Comment est-ce qu'on capte l'attention? Comment est-ce qu'on la maintient? Comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas la saturer, de la prendre en compte dans ce qu'on propose? Mais c'est forcément un élément important de tout ce qu'on peut proposer. Deuxième pilier, l'engagement actif. C'est vrai qu'un cerveau qui est passif n'apprend pas. Un cerveau qui ne fait rien ne va pas apprendre. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la pyramide des apprentissages. On va toujours se poser la question suivante: comment rendre actif le cerveau dans ce qu'on propose? Encore une fois, que ce soit numérique, pas numérique, c'est comment on rend actif. Comment est-ce qu'on va engager les cerveaux en face de nous pour pouvoir leur permettre d'apprendre réellement quelque chose? Dans l'engagement, il faudra faire du feedback, ou ce qu'on appelle aussi du retour d'information en français, puisque quand je m'engage, c'est là où je vais faire des erreurs, forcément. Et le feedback, il est là pour signaler au cerveau qu'il y a une erreur. Et ça, c'est fondamental pour apprendre. Sans ça, on n'apprend pas en réalité. Si vous faites l'un sans l'autre, il n'y a pas d'apprentissage pour le cerveau. Donc c'est absolument nécessaire aussi de se poser la question de comment est-ce qu'on va faire des feedbacks efficaces, sous quel format, et à quel moment. Et ces questions-là, elles sont fondamentales. Qu'on soit encore une fois en numérique ou pas, c'est fondamental d'engager, mais également de donner un feedback. Il y a plein de façons de le faire. Il y a des précautions à prendre et il y a un timing à respecter. C'est là-dedans que les problèmes de compréhension vont se nicher. C'est lorsque je m'engage et qu'on me fait des feedbacks que c'est là où on se dit « Ah, je comprends pas » ou « Je comprends rien ». C'est là-dedans qu'on a tous les problèmes associés à la compréhension. Mais c'est pas suffisant. Même si on est attentif et qu'on comprend, si on veut apprendre sur un temps long, il faudra faire de la consolidation mnésique, c'est-à-dire tout le volet mémorisation long terme, encodage long terme. Et ces piliers seront toujours à mobiliser, les 4, dans toute activité qu'on propose. Et alors ces deux-là, il ne faudra absolument jamais les séparer, parce que si on s'engage et qu'on n'a pas de feedback, ça ne sert à rien. Et si on me fait des feedbacks alors que je ne me suis pas engagé, ça ne sert à rien non plus. Notre cerveau est câblé pour faire ça, et il fait ça très bien, mais par contre, il faut l'accompagner. Donc dans tout ce qu'on proposera, quel que soit le format, qu'on soit avec des enfants parce qu'on est parent, qu'on soit en classe, qu'on soit en formation professionnelle avec des adultes, qu'on soit en présentiel, en distanciel ou qu'on propose des outils numériques, la question sera toujours la même: comment est-ce qu'on va faire que ces 4 piliers fonctionnent correctement pour que les cerveaux en face puissent apprendre? Ça va pour les 4 piliers? Alors je vais vous laisser quelques secondes, fermez les yeux et essayez de les reprojeter sur votre tableau blanc mental. Je vais vous laisser quelques secondes pour que vous puissiez répéter ces 4 piliers et les reproduire. Reconstruisez cette image mentale. Et je vais vous laisser les produire maintenant. On va les lire tous ensemble. Le premier pilier, c'est... Le deuxième pilier, c'est... Troisième pilier. Et quatrième pilier. Ok. Donc là, on vient de faire un petit exercice d'engagement actif avec retour d'information immédiat. Juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. C'est une version très simple, mais qui va contribuer à ce que vous reteniez un peu plus longtemps ce qu'on vient d'évoquer. Sans ce genre de précaution, d'ici 20 minutes, avec toutes les interférences qui arrivent derrière, vous aurez oublié ces 4 piliers. Oui, aussi, oui. Ça ne va pas aider non plus. Est-ce que vous avez des questions sur ces piliers? Ça va pour vous? Ok. Alors, je vous propose de rentrer un petit peu, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais initier 2-3 petites choses. Donc, on va rentrer un petit peu là-dedans. On va rentrer un petit peu là-dedans et un petit peu là-dedans, de manière très rapide, mais pour un peu voir comment est-ce que la recherche nous donne des pistes concrètes qu'on va pouvoir utiliser. Alors, c'est assez interactif, j'espère que vous êtes connotés, parce que je vous propose plein de petites activités d'engagement.
Alors allons-y sur les stratégies efficaces pour former, pour apprendre, pour accompagner les apprenants, pour construire des logiciels. Vous déclinez évidemment ce que vous faites, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est les stratégies efficaces pour 3 petits points, ce que je fais. Alors, on va commencer par l'attention. Et je vais vous demander un petit exercice très très simple. Je vais vous demander de dessiner, si vous avez une feuille sous les yeux, un logo que vous connaissez très bien, qui est celui de Carrefour. Alors, je vais vous laisser quelques 30 secondes pour faire ça, si vous avez de quoi écrire. Si vous n'avez pas de quoi écrire, essayez de projeter mentalement ce logo. Ne trichez pas, on ne regarde pas les cartes de fidélité ni dans le téléphone, s'il vous plaît. Et même si vous faites vos courses ailleurs, vous le connaissez quand même très bien. Donc je vous laisse quelques dizaines de secondes pour soit le dessiner, soit le retrouver dans votre mémoire. Alors, regardez. Je veux bien les couleurs, là. Les couleurs aussi. Ouais, là aussi je veux les couleurs. Non, c'est bien, mais c'est bien. C'est une bonne base. Il y a de l'idée. Avec les couleurs. Où est le rouge et le bleu, peut-être? Alors, est-ce qu'on arrive à quelque chose? Alors, le logo ressemble à ça. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas le truc, vous avez le C de Carrefour en blanc ici. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui connaissaient le logo et la composition du logo, mais ça n'empêche pas que c'est compliqué d'aller retrouver quand même dans le détail les couleurs, où est-ce qu'il est coupé et tout ça. Alors, bon, a priori, c'est pas si simple, alors qu'on le reconnaît très bien. Alors, pourquoi c'est pas si simple? La réponse est assez évidente, parce que quand on le voit, bon, on ne fait pas vraiment attention. Hein. Entre ça ne nous intéresse pas de le mémoriser, on n'a aucun intérêt avec ce truc-là, aucune motivation, pas d'attention. Oui, et pourtant, on peut voir un truc donc des centaines et des centaines de fois. C'est pas pour autant qu'on l'encode bien et que c'est disponible pour notre cerveau. Et ça, c'est important parce que ça veut dire aussi que quand on est avec des apprenants, lorsque nous-mêmes on apprend, on peut être confronté aux informations plein de fois. Ça ne suffira pas. C'est pas parce qu'on entend quelque chose, c'est pas parce qu'on écoute quelqu'un, c'est pas parce qu'on lit quelque chose qu'on est attentif. Il faut faire des choses en plus, ça suffira pas du tout. Alors pour voir ce qu'il faut faire en plus, je vous propose l'exercice inverse. Je vais vous proposer un logo, une image que je vais vous demander de la retenir, hein, d'être vraiment attentive et attentif dans le but de la reproduire. Vous n'avez pas le droit d'écrire tant qu'elle est affichée. Bien évidemment, c'est un travail mental, donc on n'écrit rien tant que c'est affiché. Dès que ça disparaît, vous l'écrivez, vous le redessinez. Ça va pour la consigne? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, on y va. Vous avez un peu moins de 2 minutes pour faire ce travail. C'est parti. Faites l'exercice. Ah oui. Ça veut dire chinois. Ça vous aide, hein? Allez, on y va. Allez-y. Allez, on corrige ça. Alors, ça donne ça. Alors, je vous laisse vérifier ce que vous avez fait pour ceux qui ont écrit. Alors, ça veut dire chinois en chinois. Voilà, pour éventuellement le sens de ça. Alors, ce qui est intéressant, et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, il y a eu un moment de bascule au moment où c'est apparu, on a fait des blagues, on a rigolé, il y en a qui ont dit c'est mort. Mais il y a eu un moment où tout le monde est rentré dans l'exercice, et je ne sais pas si vous avez entendu le silence qui s'est installé à ce moment-là.
Parce que quand on est attentif ou attentive, en fait, en réalité, toutes nos ressources, elles sont projetées sur la tâche qu'on est en train de faire. Et à ce moment-là, on ne peut plus parler avec le voisin ou la voisine. On arrête les blagues à ce moment-là, même si on pense encore au rosé et au barbecue. Et c'était très net au moment où vous avez commencé à faire l'exercice. Et là, j'ai commencé à avoir des stratégies. De là où j'étais, j'ai vu certaines personnes, par exemple, utiliser le doigt en l'air. J'ai vu des personnes faire ça. Donc bref, j'ai vu déjà, moi, des stratégies. Après, bien sûr, chacune a utilisé plein de stratégies. Vous avez pu voir des objets réels, vous avez pu voir des choses géométriques, des lettres, des numéros. Vous avez pu vous construire une histoire, vous avez refait dans votre tête. Bref, vous avez fait plein de choses. Et quand on fait ça, on est vraiment attentif. Parce que l'attention, c'est pas juste regarder, effectivement, c'est regarder et traiter les informations. Et ça fait toute la différence, en réalité. Donc, être attentif, c'est bien traiter les perceptions qu'on reçoit. Et quand on fait ça, on ne peut pas faire autre chose, effectivement. Donc, quand on est en train de traiter, à ce moment-là, comme notre cerveau il est monotâche consciente, je ne peux plus à ce moment-là regarder mon téléphone ou écouter ce que dit le voisin ou la voisine, ça ne marche plus. Donc l'attention, elle nécessite bien sûr une perception, et quand on conçoit des outils numériques, par exemple, la question, elle est importante, c'est quelle perception on offre aux utilisateurs, sur quoi ils peuvent poser leur attention, et ensuite, qu'est-ce qu'on leur demande de faire mentalement, qu'est-ce qu'ils doivent traiter. Et on peut guider les processus de traitement. On peut faire des propositions pour accompagner. Quand je vous ai projeté les 4 piliers, je vous ai fait une proposition de traitement. Je vous ai demandé finalement de le reconstruire mentalement. Si je n'avais pas fait ça, on le regarde et puis après, ça part. Donc il y a plein de façons de le faire, mais gardons en tête toujours que être attentif, c'est bien plus que juste voir ou regarder. Et je vais aller plus loin, c'est même plus que ça, avec un dernier petit exercice très simple. Je vais vous demander d'être attentive et attentif à l'image qui va apparaître, de traiter les informations qui sont dedans, pour pouvoir répondre à une question que j'afficherai ensuite. Ça va pour la consigne? Vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va pour 30 secondes d'attention intense. Allez, j'arrête de vous torturer. Voici la question, très simple. On est prêt? Voilà, donc là, facile. Combien y a-t-il de bulles ou de panneaux en tout? Y a-t-il des propositions? Oui, 27, bravo. Très bien. 27 propositions. Alors, on est bien d'accord que si vous n'arrivez pas à répondre à la question, c'est pas un problème de calcul. Vous savez toutes et tous compter jusqu'à 27. Pourquoi vous n'arrivez pas à répondre à la question? Exactement, globalement. Vous ne saviez pas à quoi il fallait vraiment faire attention, vous n'aviez pas de quoi guider votre processus attentionnel, il vous a manqué une intention qui vous permettait de faire une sélection pertinente. Et donc être attentif, c'est traiter, bien sûr, mais au regard d'un objectif précis. Et il va falloir guider l'attention. On a toutes et tous déjà, je pense, travailler, et puis d'un coup on se rend compte qu'on a loupé quelque chose, zappé un truc. Ah mais ça je l'avais pas vu. Oui, alors si on l'a pas vu, il y a déjà un problème de design de la personne qui a fait le support. Ça peut être un prof. Nous, on est spécialiste, par exemple, en classe de les élèves qui nous disent « Ah, j'avais pas vu le petit chapeau avec toutes les informations. » Donc, c'est qu'on a mal signalé en tant qu'enseignant qu'il y avait un chapeau avec des informations qu'il fallait lire, par exemple. Mais ça marche aussi en ligne, en numérique, sur des supports. Si on voit pas un truc, il y a un problème de conception. Donc, c'est à prendre en compte quand on travaille avec des cerveaux en face de nous. Il faut signaler, il faut proposer une perception, il faut donner l'intention et il faut proposer un traitement. Sans ça, on n'est pas attentif et on va finir par décrocher, en particulier si c'est compliqué ou qu'on est en surcharge cognitive. Donc, c'est ça l'idée. L'attention, c'est finalement tous les processus qui vont nous permettre de traiter les informations qui sont pertinentes dans notre environnement sensoriel. On trouve bien ces 3 piliers de l'attention, la perception, l'intention et le traitement. Et on peut les mettre sur ses doigts pour les retenir. Faisons-le ensemble. Sur le pouce, P. On va mettre là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, on pourrait mettre la pertinence, mais on va mettre autre chose. On va mettre la perception. Sur l'index, le I, on va mettre
l'intention, oui, exactement. Et sur le majeur, le M, on va mettre pas mal la manière d'agir ou le moyen d'agir dans sa tête. Donc sur nos doigts, on peut placer ces 3 éléments qui fondent les processus attentionnels, la perception, l'intention et la manière d'agir dans sa tête. Et quoi qu'on fasse, on ne perdra pas ça de vue, on proposera bien les 3 à toutes les personnes en face de nous qui cherchent à être attentifs ou attentives. Ça va pour l'attention ? Ok, alors, passons à la mémorisation. La mémorisation, je voudrais discuter avec vous d'un tout petit élément, on ne pourra pas en faire beaucoup, mais pour cela, je vais vous proposer évidemment un petit exercice de mémorisation, forcément, très simple, vous allez voir. Je vais vous faire apparaître 7 mots, vous devez les mémoriser, c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas le droit d'écrire, les mots vont défiler les uns après les autres, je vais rester 2 secondes par mot, donc le mot apparaît, 2 secondes, puis il disparaît. Quand les 7 sont passés et que vous m'entendez dire « écrivez », vous pouvez écrire les 7 mots. Tant que vous n'entendez pas « écrivez », on reste dans un travail mental. Ça va pour la consigne ? Et on débriefe après sur ce qu'on peut déjà dire sur la mémorisation. Vous êtes prêts pour ces 7 mots ? Oui ! Allez, on y va. Tout est mental, on n'écrit rien. Tant que c'est affiché, c'est parti. Écrivez. Vous pouvez écrire les 7 mots. Vous avez écrit... Non, c'est pas des meubles Ikea, c'est pas du suédois. Tout le monde a écrit ces 7 mots. Haha. Alors, on va compter les points. Je les affiche, vous vérifiez, vous comptez 1 point par mot correctement écrit. Ok ? Allons-y. Alors, si vous avez écrit Nimavata Chouchou ou de Nimoviti, c'est 0, on est bien d'accord. Hein. Voilà les 7 mots, je vous laisse vérifier, comptez vos points. Allez, les 7 points, levez la main. Les 6 points, levez la main. Les 5 points, levez la main. Les 4 points, levez la main. Ah bien, bravo. Les 3 points, levez la main. Oh bien. Les 2 points, levez la main. Bravo. Les 1 point, levez la main. Excellent. Les 0 points, levez la main. Bravo. On encourage toujours. Hein. Alors, je vous rassure tout de suite, même si vous avez 0, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que cet exercice vous confronte tout de suite à une limite importante de ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est notre système qui sert à raisonner et réfléchir. Et ce système, cette mémoire de travail, elle est limitée. Vous voyez, j'utilise un petit picto avec une réglette, parce qu'elle est limitée, cette mémoire, en quantité d'éléments qu'elle peut manipuler en même temps. Donc, cette limite de quantité d'éléments, dans la littérature scientifique, on trouve ce qui est appelé le golden number, c'est 7 plus ou moins 2 éléments différents. C'est revu au goût du jour depuis, on est plus proche de 4 que de 7 plus ou moins 2, mais globalement, c'est pas beaucoup d'éléments différents. Au-delà, on n'arrive plus du tout à manipuler. Avec un petit effet qui est décrit aussi, c'est la primauté et la récence. On se rappelle bien du début et de la fin. Les mots que vous avez, c'est probablement le ou les 2 premiers, le ou les 2 derniers. Et au milieu, c'est chaud. Alors, si c'est limité, ça veut dire pour ceux qui ont eu 0, je voudrais vous rassurer, parce que comme c'est limité, les informations nouvelles qui arrivent chassent les autres. Donc, quand vous essayez de traiter les mots qui arrivent et que vous essayez de trouver des trucs, machin, et que ça arrive, à la fin, vous pouvez ne plus rien avoir parce que vous avez fait du traitement et comme l'espace est limité, ça s'est vidé. Et quand on vous interroge, vous n'avez plus rien. Ce n'est pas parce que vous êtes nul, je vous rassure tout de suite. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Et c'est derrière ça qu'on va trouver tous les gestes professionnels de la gestion de la charge cognitive lorsqu'on est en situation d'apprentissage, parce que c'est ça qui va poser problème. Et lorsqu'on est formateur, expert, enseignant, on a une problématique, on est trop bon.
On ne sait plus, nous, où ça coince. On a du mal à mesurer la charge cognitive. Et quand on conçoit des produits aussi, si on est expert et qu'on produit quelque chose, on est soumis à cet effet d'expertise qui fait qu'on ne mesure plus très bien le moment où, en réalité, en face, c'est beaucoup trop. Et pourtant, c'est bien ça qu'il va falloir prendre en compte aussi dès qu'on va proposer au cerveau de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour ce qu'on peut faire, je vous torture encore. Refaisons l'exercice, mais cette fois-ci avec 7 autres mots. Mais oui. Et on débriefe. Alors, c'est la même modalité. Il reste 2 secondes. Vous n'écrivez pas. Et dès que vous avez le mot-clé, écrivez, vous écrivez. D'accord ? Pour la modalité, c'est exactement le même exercice, mais avec 7 mots différents. Vous êtes prêts ? Je sens que je vous épuise avec mes exercices. Allez, courage. Le barbecue n'est pas loin. On y va. N'écrivez pas, attendez. Tout à l'heure, j'ai parlé du sommeil, mais je n'ai pas dit ce qui se passait pendant le sommeil. Alors, pendant le sommeil, les réseaux de neurones de l'apprentissage vont se réactiver. Et donc, il est extrêmement intéressant d'apprendre avant une période de sommeil. Parce que les réseaux qui sont engagés vont se consolider durant la phase de sommeil qui va suivre. Et on a des belles expériences qui montrent que si vous apprenez la veille, avant une phase de sommeil, vous attendez 8 heures avec un dodo, et vous êtes testé, vous êtes beaucoup plus efficace que si vous apprenez le matin, vous attendez 8 heures et vous êtes testé. Chaque fois qu'on a du sommeil entre 2 sessions d'apprentissage test, les performances sont meilleures. Écrivez les 7 mots. On corrige, pareil, bien écrit, un point. Bon, là, ça devrait aller, je pense. Bien écrit, un point, on vérifie. Donc, crayon, arbre, lampe, avion, immeuble, ville, voyage. Qui a un meilleur score sur cet exercice que sur le précédent ? Ok, bravo. Qui a perdu au moins un mot à cause de mon intervention sur le sommeil ? Ok, bravo. Oui, parce que ce que vous venez d'expérimenter, c'est cet espace limité. Vous êtes en train de traiter les 7 mots, qui en soi ne posent pas problème. Là, cette fois-ci, c'est du français. Alors, pour la petite histoire, c'est les mêmes mots que la liste précédente, sauf que la liste précédente, c'est en tchèque. C'est les mêmes, mais en tchèque. Là, parce que vous les connaissez, parce que vous les avez mémorisés, vous pouvez déjà les manipuler facilement. Vous les englobez très facilement. Dans votre mémoire de travail, ça prend... Crayon, ça prend rien comme espace. Le mot est connu, vous pouvez le visualiser. Et donc, dans les stratégies, vous pouvez auto-répéter, vous raconter une histoire, créer des images mentales. Vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez manipuler l'information. Néanmoins, ça reste limité en espace. Donc, quand moi, je commence à parler du sommeil, là, vous êtes dans une situation qui est probablement une des 3 suivantes. Non, là, non, je garde mes mots et puis je fais pas l'exercice. Deuxième situation, allez, tant pis, j'écoute, c'est intéressant ce qu'il dit sur le sommeil. Troisième situation, je fais les 2. Et là, on va perdre un mot, on va pas tout bien écouter sur le sommeil. Et après, on va dire, vous pouvez répéter ce que vous avez dit sur le sommeil, s'il vous plaît ? Oui, parce que vous êtes là en surcharge cognitive. Et vous voyez que ça va très très vite. En réalité, parce que le cerveau ne peut pas gérer trop d'informations en même temps. Et donc, les nouvelles qui vont arriver vont chasser les précédentes. Sans précaution particulière, si on ne fait rien de spécial, le contenu de la mémoire de travail s'efface en quelques minutes. Donc, ça va très vite. Donc, si on enchaîne les situations d'apprentissage, de transmission d'informations, sans prendre de précautions particulières, on peut arriver à la fin et n'avoir plus rien du tout en mémoire de travail. Ce qui est quand même dommage. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça ? Eh bien, il y a un certain nombre de stratégies, bien évidemment. Faire du traitement. Là, vous avez fait du traitement. Pour la liste en français, vous avez trouvé des tas d'astuces mentales, je suis sûr. Et je suis sûr que ça va vous permettre potentiellement de garder les mots un certain nombre de, peut-être même d'heures, parce que vous avez trouvé des façons de traiter l'information. On peut regrouper. C'est ce que aussi vous avez probablement fait. Vous avez trouvé des façons de regrouper les mots. Vous les connaissez, vous les manipulez, et vous avez peut-être fait crayon, arbre, objet en bois, longiligne. Oh. Immeuble, ville, je vois des buildings, des bâtiments, hop, je mets les 2 mots ensemble. Et vous avez fait ce qu'on appelle du chunking, vous regroupez comme ça les informations, parce que la mémoire de travail, lorsque on arrive comme ça à trouver des façons de relier les informations, c'est plus
ça devient en fait un seul item au lieu de 3 différents. Si j'ai aucun moyen de les relier, c'est 3 items différents, c'est très lourd. Si je trouve un moyen de les relier, à ce moment-là, ça devient un item et c'est plus facile à manipuler. Et puis n'oublions pas, vous avez pu faire l'exercice parce que vous aviez mémorisé les mots, vous les connaissiez. Et donc l'acquisition à long terme facilite aussi le traitement. Et ça, c'est à prendre en compte. Comment est-ce qu'on va consolider chez les apprenants des éléments sur lesquels on va s'appuyer ensuite pour éviter la surcharge cognitive. Et ça, c'est fondamental. Quelles sont les stratégies qu'on va mettre en œuvre ici pour mémoriser? Là, les mots étaient simples, vous les connaissiez bien évidemment, mais dans toute situation d'apprentissage, on est confronté à des mots nouveaux qui peuvent au début ressembler comme des mots tchèques. Moi, j'enseigne de la biologie. Quand je parle de mitochondrie, je peux vous assurer que pour les élèves, c'est du tchèque. En plus, ça s'écrit mitochondrie, donc c'est compliqué. Donc il y en a d'autres, des stratégies bien sûr, mais 3 stratégies qui sont faciles à faire: traiter, regrouper, mémoriser. Alors regrouper, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Je suis désolé, je garde le mot anglais parce qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment qui marche bien. Puis si vous faites des recherches sur les publis, c'est chunk qu'il faut chercher. C'est l'idée de chunker, c'est d'assembler les éléments entre eux. Là, on vient de parler de la mémoire de travail, on a dit tout ce qu'il y a là. On a dit plein de choses. Ben ça, on peut l'organiser. Il y a des choses qui sont des limites, il y a des choses qui sont des stratégies. Donc on va organiser en fonctionnement limite, on va organiser en stratégie amélioration. On va essayer de trouver des façons d'intégrer ça dans quelque chose de plus large. On va trouver aussi des façons pour s'aider, de retrouver. Par exemple, les premières lettres ici peuvent former le mot RER. Donc je retiendrai RER. Rétention courte, empamnésique, c'est la quantité. Récence primauté, et de l'autre côté, RAT, RA, par exemple, pour regrouper, associer, traiter, qui sont autant de stratégies qui permettent de lutter. Et puis on va encapsuler comme ça des éléments. Donc ça, c'est un schéma de la mémoire plus globale. Donc j'englobe ce que je viens de faire, et puis j'englobe encore ce que je viens de faire, comme ça. Donc ça, c'est des stratégies de chunkage. Donc quand on conçoit des supports, en particulier numériques, c'est assez pertinent d'utiliser ces stratégies de chunkage et d'organisation de l'information pour soulager la mémoire de travail. Ça va pour ça? Je ne vous ai pas perdu? Ok. Alors, il ne reste pas très longtemps, donc on va terminer tranquillement sur les quelques minutes qui restent avec un petit tips sur la compréhension. Alors, pour ça, c'est très simple. Quoi de mieux que de commencer par un exercice de compréhension? Alors, je vais vous afficher une phrase et je vais vous demander de la lire et de la comprendre. C'est très simple comme exercice. Allons-y, c'est à vous. Il y en a qui veulent du français? Parce que j'ai en français aussi. Oui, ok. Je propose le même exercice en français et on débrief. Vous revoulez l'anglais peut-être? Alors, voyons ce qui s'est passé dans votre cerveau. Dans les 2 cas, votre cerveau a fait à peu près la même chose. Il a fait une reconnaissance. Je connais pas. Yuppies, je connais pas. Morgage, jamais vu, jamais entendu parler. Voilà, pareil pour les mots en français, même chose. Eucaryote, non, connais pas non plus. Donc là, à ce stade, le cerveau est capable de dire ça, je connais pas, s'il vous plaît, aidez-moi. Et c'est aussi le moment où il reconnaît sans problème un certain nombre de choses. Ensuite, il va commencer à traiter. Il va faire du traitement sémantique, il va commencer à élaborer des liens. Donc là, par exemple, même si on n'est pas hyper fort en anglais et qu'on ne connaît pas mortgages, on peut voir que j'ai une relative ici, et donc pensioners, ça va avec lose out. Et comme on parle d'inflation, je peux me dire, les pensionnaires perdent de l'argent. Le cerveau fait ça, et vous avez probablement commencé à faire ça dans l'élaboration de ce que vous avez réalisé. Alors, pensionnaire, ça ne veut pas dire pensionnaire, ça veut dire retraité, mais ça ne veut pas dire que c'est juste ce que fait le cerveau. Ça peut être très faux ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il fait. Et ensuite, à la dernière étape, il va commencer à lier et à faire du lien avec ce qu'il connaît déjà, ce qu'il a déjà mémorisé, parce que comprendre, c'est intégrer des nouveaux savoirs à ceux qu'on a déjà. Donc le cerveau va faire du lien avec ce qu'il a déjà mémorisé. Et donc, la phrase traduite donnerait ça, alors que les jeunes cadres et entrepreneurs surendettés profitent de l'inflation, les retraités qui ont remboursé leur hypothèque y perdent. Bon, alors moi, perso, je ne comprends pas plus une fois que c'est traduit. C'est-à-dire que moi, je bloque là, par exemple. C'est comme j'ai aucune notion en économie, moi, ça s'arrête là. C'est-à-dire que je peux traduire la phrase, mais là, en fait, en réalité, je n'accède pas du tout à une compréhension profonde de la phrase parce qu'il me manque des concepts qui sont nécessaires pour pouvoir la comprendre. Inflation, hypothèque, surendettement. Là, il y a des éléments que je n'ai pas et qui ne me permettent pas de comprendre. Et le processus de compréhension, c'est un processus assez complexe, en réalité, qui n'est pas du tout binaire. Parce qu'on a le sentiment parfois que
C'est linéaire, alors que c'est pas linéaire, le cerveau va aller de l'un à l'autre. Et parfois, on a le sentiment que c'est binaire, alors que c'est pas binaire. Mais souvent, on dit « t'as compris ?» T'as compris, ça s'appelle « oui-non ». Donc, c'est pas une bonne question, est-ce que t'as compris? Et donc, pareil, quand on conçoit des choses ou quand on est avec des apprenants, vérifier la compréhension ne peut pas passer par demander aux apprenants s'ils ont compris. C'est pas possible, parce que d'abord, on peut complètement se fourvoyer sur notre niveau de compréhension, et en plus, ça continue de soutenir l'idée que la compréhension est un processus binaire, alors que ça n'est pas du tout un processus binaire. Donc la meilleure façon de questionner une personne pour vérifier qu'elle a compris ou pas, c'est pas de demander si elle a compris, c'est de demander... Demander quoi? Et oui, qu'est-ce que tu as compris? Ou alors, raconte-moi où est-ce que tu en es de ta compréhension. Alors, c'est un tout petit truc pas très compliqué à faire, mais qui ouvre des grandes perspectives d'aide pour les apprenants. Alors, la première fois qu'on fait ça avec les apprenants, ça fait peur. Hein. Je vous cache pas, parce que là... Alors, explique-moi ce que tu as compris. Oh là là, il a rien compris du tout. Et ben, en même temps, c'est intéressant parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir en réalité aider les apprenants, quelle que soit la façon dont on travaille avec eux. C'est lorsqu'ils vont nous expliquer ce qu'ils ont compris qu'on va pouvoir les accompagner. Et même chose lorsqu'on va être, alors en particulier lorsqu'on est en ligne, la compréhension à l'écran, on se fourvoie beaucoup et on se surestime énormément. Les publics scientifiques montrent qu'il y a vraiment une surconfiance sur la lecture à l'écran par rapport à la lecture en papier. Et donc, il va vraiment falloir proposer des exercices qui vont permettre aux apprenants de vérifier leur compréhension sans poser la question « avez-vous compris ?» bien évidemment. Donc, il y a plein d'exercices pour faire ça, plein de façons de faire, mais c'est vraiment une prudence à avoir, en particulier lorsqu'on travaille avec le numérique. Alors, 2 minutes pour conclure sur les perspectives, 2-3 pistes et billes qu'on lance là, maintenant qu'on a... Voilà, c'est une initiation, mais ça permet de brasser plein de choses, plein de thématiques et de voir un peu comment ça va pouvoir se décliner. Alors en entreprise, par exemple, ça se décline bien évidemment sur la formation professionnelle, hein, c'est tout ce qu'on vient de dire là. C'est fondamental pour proposer des formations efficaces. La question du transfert dans les gestes professionnels et de l'efficacité des formations, elle est fondamentale dans les entreprises et on voit que tout ce qu'on a dit là va évidemment être au service de la formation professionnelle. Mais on a évoqué un peu aussi la question du recrutement, notamment à travers les biais cognitifs. Il y a beaucoup de recherches aujourd'hui sur comment faire des recrutements sans être biaisé au niveau cognitif. Sur le leadership, la qualité de vie au travail, la prise de décision, les sciences cognitives peuvent apporter un certain nombre de clés et d'éléments pour pouvoir faire ça de manière optimisée. Et puis par rapport au numérique, et je terminerai sur cette slide-là pour la partie 4, il y a 2 mouvements. Il y a quand je fais du numérique et lorsque je conçois des éléments numériques, comment je peux prendre en compte tout ce qu'on a dit dans la conception des outils. Et puis, l'autre mouvement, c'est quels outils on peut utiliser lorsqu'on va vouloir faire de l'attention, de la compréhension, de la mémorisation. Donc, il y a vraiment deux voies associées au numérique. Et puis, il y a plein de thématiques. Hein, comment guider l'attention, comment donner des feedbacks immédiats et interactifs. Et ça, le numérique, il fait ça très bien. Comment est-ce qu'on peut vérifier la compréhension en temps réel, en particulier lorsqu'on est sur de la lecture à l'écran. Comment est-ce qu'on peut accompagner de la mémorisation espacée et active qui va permettre de consolider les apprentissages? Comment est-ce qu'on va pouvoir personnaliser les apprentissages? Et aujourd'hui, il y a des jolies pistes, notamment avec l'IA, pour faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire du suivi et de l'analyse de progrès et de performance des apprenants? Et là, c'est pareil, le numérique est super efficace pour faire des choses de cet ordre-là que l'humain va faire beaucoup, beaucoup moins bien. Et aussi tout ce qui va relever du tutorat intelligent et du soutien à la métacognition et à l'autorégulation des apprenants. Parce que ça, c'est important aussi. Mesurer justement ses progrès, mesurer ses performances, être capable de distinguer ce qu'il manque dans ce qu'on a fait par rapport à ce qui est attendu. Tout ça relève du champ de la métacognition. Et aujourd'hui, c'est une question fondamentale, qu'on soit en présentiel, en distanciel, qu'on soit avec des enfants ou des adultes. Cette question, elle est aussi fondamentale et le numérique peut nous aider. Du coup, une piste pour le prolongement, je me permets de faire de la pub pour ce site science-cognitif.fr qui est un site qui propose beaucoup de ressources gratuites pour se former sur les sciences cognitives avec des fiches théoriques et pratiques. Il y a un énorme travail qui est mené par notre association sur la rigueur des contenus. Donc on ne publie que des choses sur lesquelles il y a des données probantes. Et donc en résumé, je vais vous faire travailler une dernière fois avec votre voisin-voisine, s'il vous plaît. Vous avez 1 minute pour retrouver tout ce qu'il y a derrière les petits pictos, c'est-à-dire tout le contenu de la conférence. Et je réactiverai ça avant de laisser la main à Chris. Donc 1 minute pour réactiver ce qu'il y a derrière chacun de ces pictos. C'est à vous.
Parce que le traitement augmente la rétention. Parce que les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir relier les mots augmentent la rétention que vous en avez. Et je suis sûr que demain, vous en rappellerez encore. Après le rosé. Oui, on testera après le rosé, oui. Clairement. Vous retrouvez tout, c'est bon? Non? Si? Ah oui, c'est la dernière question sur la compréhension. Quelle question vous voulez? C'est vrai que c'est ma faute, je ne suis pas assez insisté. Ah, c'est bon. Je le prends pour moi, celui-là. Allez, on corrige pour laisser la main. Alors, ça, c'était pour les neuromythes. Attention, vigilance, rigueur, c'est important. Les différents piliers, alors, est-ce que vous les avez toujours? Attention, engagement actif, retour d'information, feedback, rétroaction, consolidation mnésique ou mémorisation, perception sur le pouce, intention sur l'index, manière d'agir sur le majeur, problème ici. Mémoire de travail, la quantité, limitée. Mais on a 3 stratégies pour nous aider. Traiter, regrouper, mémoriser. Et ça, c'était, je ne l'ai pas précisé, c'est ma faute. La question, c'est plutôt qu'as-tu appris absolument exactement. L'objectif, les 4 objectifs étaient les suivants. Définir ce que sont les sciences cognitives et comprendre la rigueur, connaître les piliers, identifier une stratégie pour ces 3-là et appréhender les perspectives. Levez la main si pour vous, les objectifs sont remplis. Yes, merci beaucoup. Merci de votre attention. Je rends l'antenne. Merci beaucoup Frédéric, hein, et puis tu resteras aussi ce soir avec nous, donc vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. Donc merci en tout cas beaucoup pour cette belle intervention bien dynamique, et puis il y aura le replay, donc vous pourrez aussi re-regarder la présentation et retrouver tous les bons conseils pour mémoriser et appliquer concrètement les sciences cognitives dans l'éducation. Alors, on va repartir sur la dernière partie de notre meet-up, hein, et pour justement vous introduire justement le projet Psychonum vers des pratiques numériques d'enseignement éclairées par tous les enseignements des neurosciences cognitives et voilà, de pouvoir surtout se baser sur de la rigueur, comme l'a introduit Frédéric, mais tout en le vulgarisant, parce que effectivement, on n'est pas tous des neuroscientifiques, on n'a pas forcément eu la chance de faire des masters sciences cognitives, etc. Mais en même temps, on a besoin d'appliquer ça et surtout de le vulgariser. Et donc ce projet qui a été porté par Didasc au niveau national et un consortium d'acteurs dont on fait partie dans le cadre de cette AMI Compétences et métiers d'avenir, enseignement numérique France 2030, on a justement cette opportunité pendant 3 ans de pouvoir avoir des moyens nous permettant de nous former, nous sensibiliser et surtout d'accompagner les acteurs de la EdTech en Hauts-de-France sur ces sujets. Donc le projet Psychonum, il y a une partie recherche scientifique qui ne nous concerne pas forcément, mais dans le consortium, il y a des laboratoires de recherche. Et puis surtout la partie formée, accompagnée, outillée, qui est plutôt notre partie. Là, je vous ai mis l'ensemble du consortium national, hein. Donc vous avez des académies, vous avez des laboratoires, vous avez des écoles, notamment ici en Hauts-de-France, l'IRTS Hauts-de-France, hein, donc, qui est aussi un des membres de EdTech Hauts-de-France, qui est aussi là dans ce consortium pour aussi créer des contenus pédagogiques innovants, Galiléo, l'INSPE, etc. Et puis nous, avec l'Épopée, c'est un tiers-lieu à Marseille, on est justement sur cette partie un peu diffusion de ces actions pour sensibiliser. Donc, je ne peux pas vous détailler là ce soir un peu tout ce qu'on pourra faire parce que ça sera justement à le co-construire. Mais en tout cas, on va organiser des événements, des formations, des webinaires, des expositions, etc. Et pour cela, on a justement une subvention de 56 000 € sur les 3 ans, ce qui nous permet là d'avoir des moyens de nos ambitions finalement et de pouvoir aussi, alors il y aura une partie cofinancement qu'il va falloir trouver, hein, donc il y a un peu de cotisation, mais aussi des financements privés
qu'on va devoir trouver sur 3 ans. Mais voilà, on a en tout cas une bonne base pour commencer. Et l'objectif, en tout cas pour nous, c'est vraiment de former 150 formateurs académiques, sensibiliser 300 enseignants et voilà, de pouvoir plus largement diffuser cette question dans la région et dans notre écosystème. Et pour cela, voilà, on a la chance d'avoir Rose qui nous a rejoint déjà en stage. Donc Rose, comme on le disait, la formation, voilà, master en sciences cognitives à l'Université de Lille. Donc on se base sur de la rigueur et voilà, grâce à Rose, on permet justement de vraiment avancer concrètement et opérationnellement sur le projet. Donc je vais lui laisser la parole et puis nous présenter ensuite déjà l'état de l'art du projet. Est-ce que je peux prendre deux petites? Du coup, on a eu notre première rencontre avec le consortium le 5 juin à Paris. Donc, ça nous a permis de rencontrer tous les membres du projet. Et du coup, un peu de plus parler sur qui va faire quoi, donc les laboratoires au niveau des recherches qu'ils vont mener, et aussi au niveau des productions, surtout par rapport aux entreprises comme Cogix et Didas qui vont produire des modules de formation pour les enseignants, pour intégrer du coup les sciences cognitives dans leur pratique de la pédagogie numérique. Et du coup aussi échanger sur ce qui a été fait et ce qui va être fait dans le futur. Donc, pour ce qui est par exemple de l'entreprise Didask, qui donc s'occupe de créer des modules de formation pour les enseignants et aussi qui promouvoit un outil qui permet aux enseignants de eux-mêmes développer leur outil de formation. Ils ont mené une enquête auprès des enseignants pour un peu sonder les attentes et les besoins quant au projet. Et avec cette enquête, ils ont pu créer des personas, donc allant des enseignants qui sont le plus à même à vouloir intégrer des sciences cognitives dans le numérique et du coup utiliser le numérique dans leurs offres de formation, et allant aussi jusqu'aux enseignants qui sont un peu plus réticents face au numérique. Donc cette enquête qui a été menée par Didask, ça les a menés un peu du coup à séparer l'enseignement scolaire de l'enseignement supérieur, car les attentes ne sont pas forcément les mêmes, ni les besoins. L'enseignement scolaire, ce serait plutôt essayer de vraiment respecter les besoins et les capacités des enfants, donc, qui vont du coup jusqu'au primaire et au collège, et du coup supérieur plutôt à une volonté de performance. Donc les objectifs des enseignants, ce serait donc de motiver et engager les élèves, de rendre l'apprentissage plus autonome, d'individualiser l'apprentissage, du coup le numérique qui permet de personnaliser vraiment les modules de formation et aussi du coup de respecter le rythme de chacun, d'adapter le contenu aux troubles de l'apprentissage tels que la dyscalculie, la dyslexie, et aussi du coup de suivre et objectiver la progression des élèves, donc par exemple via des tests à distance, voilà. Donc, ce qui a été assez étonnant en menant cette enquête, c'est que du coup, très souvent, les enseignants n'utilisent pas les bons outils pour les usages cibles. Donc, ce serait surtout à cause d'une connaissance assez limitée sur les processus cognitifs qui font du coup qu'ils n'ont pas les clés pour pouvoir choisir les outils les plus efficients. Ensuite, du coup, le nombre d'années d'expérience ne prédit pas la fréquence d'usage du numérique. Donc, on pourrait se dire que peut-être les enseignants qui viennent de rentrer dans l'enseignement auraient tendance peut-être à plus inclure du numérique, mais du coup, il faut croire qu'il n'y a pas vraiment de corrélation. Et du coup, les enseignants qui utilisent rarement ou jamais le numérique à des fins pédagogiques se sentent moins en confiance à résoudre des problématiques du terrain. Et aussi, ce qui est très important à relever, du coup, c'est que les enseignants ont une incertitude du gain et aussi une crainte du coût, donc de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir à créer du coup des formations en ligne adaptées aux apprenants si le gain n'est pas là, si l'apprentissage n'est pas efficace. Du coup, il y a vraiment un besoin d'être guidé dans le développement de formations numériques. Je vais passer la parole à Denis pour les futurs contenus. Oui, donc du coup, ce qui nous a été présenté le 5 juin par le consortium, c'est que Didask va produire un module de formation, en fait, un module de formation
dans lequel ils vont proposer des formations sur l'apprentissage des neurosciences à destination des enseignants et de tous les responsables pédagogiques des écoles. Et c'est en association avec Cogix qui aussi peut construire des petits jeux d'explication des neurosciences sous forme de jeux de cartes, etc. Et ils ont aussi une espèce d'exposition qu'ils avaient fait il y a quelques années sur les neurosciences, en fait, qu'ils vont mettre à jour et dont on va pouvoir bénéficier, c'est-à-dire on va pouvoir les faire intervenir et faire une exposition ici sur les neurosciences dans le cadre de l'EdTech, en fait. Donc voilà ce qui va être produit par les acteurs de ce consortium. Et sachant que nous, on est là en tant que tiers-lieu pour dynamiser l'explication, réunir, comme aujourd'hui, réunir de nombreux acteurs en fait, de ce domaine. Et nous, on sera là davantage pour communiquer, expliquer, présenter ce qui va se faire, en fait. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous présente ça aujourd'hui, parce que c'est les premières informations qu'on a pu recueillir. Donc, effectivement, on va travailler avec... donc, on a monté un groupe de travail le 5 juin avec Didas, Cogix, l'Épopée et EdTech. Donc, l'Épopée, c'est un peu le EdTech du sud de la France, en fait, donc qui fait partie du consortium. Et on va travailler ensemble à élaborer un calendrier de communication et d'événements, en fait, qu'on va faire tout au long de l'année qui vient, à partir du mois d'octobre de cette année. Et on va jalonner ça, en fait, puisque le projet d'IDASC doit encore produire ses contenus, ils doivent encore fabriquer les formations. Pour l'instant, ils sont au stade du projet où ils ont réfléchi à ce qu'il fallait faire, ils ont défini les buts, mais ils doivent encore produire les modules. Ça veut dire que pendant qu'ils font ça, en fait, nous, on va pouvoir introduire, expliquer au fur et à mesure de l'avancée du projet des éléments. Donc, qu'est-ce qu'on pourra proposer ? C'est soit des conférences ou des ateliers, un peu comme on fait aujourd'hui, soit des groupes de travail avec vous sur vos attentes, sur ce que vous avez envie de faire, sur les questions que vous posez et travailler là-dessus. On avait aussi l'idée de travailler avec les membres de l'EdTech qui sont porteurs de solutions numériques, de travailler un peu comme l'a proposé, de travailler en fait sur ce que les neurosciences aussi peuvent impliquer sur nos propres solutions, en tout cas sur ce qu'on propose. Donc de travailler pour les enseignants, mais aussi pour les membres de l'association, enfin les membres qui proposent des solutions numériques. Et voilà, on a prévu aussi, donc le consortium s'est proposé aussi pendant les 8 mois où ils vont élaborer les modules, donc ils se sont proposés de mettre à disposition, de venir faire des démonstrations des modules de formation qu'ils vont concevoir et de mettre à disposition gratuitement ces modules pour les tester, pour leur permettre aussi à eux de valider la justesse, on va dire, de tout ce qui est proposé, le bon fonctionnement, on va dire, de tous ces modules de formation. Voilà, donc c'est ce qu'on va organiser du coup avec le consortium, enfin les membres que je vous ai décrits juste avant, et on ne manquera pas de vous communiquer ce planning détaillé dès que possible. Du coup, pour justement essayer de vous proposer des contenus adaptés à vos attentes et vos besoins, on a aussi décidé de mener une enquête auprès du coup des membres EdTech, via un questionnaire qui vous a été transmis, et j'ai appelé certains d'entre vous aussi pour prendre vos réponses. Ce qui a été ce qu'on a remarqué du coup, c'est que les profils des répondants sont divers. Donc il y a beaucoup de EdTech, vu que c'est EdTech Hauts-de-France. Il y a aussi du personnel du milieu scolaire, donc soit des professeurs ou dans l'administration, des organismes de formation comme des écoles, et aussi des consultants, consultantes indépendants. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que lorsqu'on parle donc des sciences cognitives, les réponses qui viennent le plus souvent, donc c'est vraiment l'étude du fonctionnement du cerveau, de la mémoire, des sciences sociales, l'apprentissage.
Mais comme l'a expliqué Frédéric, les sciences cognitives, c'est beaucoup plus large que ça. Et ce qui est très important à soulever dans les sciences cognitives, c'est que c'est la pluralité des sous-disciplines des sciences cognitives qui en fait sa richesse. Et du coup, surtout par rapport donc, à la psychologie cognitive, les neurosciences et l'IA, qui sont un peu le cœur du sujet du projet Psychonum. Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation des sciences cognitives dans votre profession, donc, certains d'entre vous utilisent des sciences cognitives afin d'adapter les méthodes pédagogiques, donc proposer des contenus sous forme de séquences avec de l'espacement, personnaliser les parcours d'apprentissage, donc comme je l'avais dit précédemment, avoir un rythme de travail individualisé en fonction des difficultés de chacun, et du coup améliorer l'efficacité de l'enseignement en tenant compte des mécanismes cognitifs. Donc, les attentes quant au projet Psychonum, donc, on a recensé surtout des attentes envers des ateliers pratiques et des formations, afin du coup d'avoir du contenu vulgarisé sur les sciences cognitives et surtout des éléments faciles à mettre en place dans les formations, donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de lectures à faire, vraiment quelque chose qui est simple à mettre en place directement. Et du coup aussi du contenu de vulgarisation scientifique via des petits guides ou des fiches cognitives. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions maintenant, vous pouvez lever la main ou sinon m'envoyer un mail du coup au mail Psychonum. Et également si vous avez des idées, des contenus que vous aimeriez voir, des sujets que vous aimeriez qu'on traite, du coup voilà, vous pouvez m'envoyer un mail. Des questions particulières qui vous brûlent les lèvres. Sinon, voilà, vous avez Rose que vous pourrez aussi prendre, en tout cas voir pendant le cocktail. Donc voilà. Merci. Et puis voilà, vous annoncez le prochain meet-up de la rentrée qu'on a fixé là au 16 octobre à 19h. Donc ce sera aussi l'occasion de pouvoir faire le point sur le projet, de vous donner aussi des dates. En tout cas, on vous informera forcément des projets. Mais déjà, si vous avez des idées, des projets, des attentes, n'hésitez pas directement à aller voir Rose ce soir. Et puis, voilà, on reste en tout cas disponible. Il y a notamment Denis aussi qui est bien impliqué, Olivier également qui a été à Paris et donc avec lesquels on a pu suivre Rose. Mais voilà, si vous voulez encore plus vous impliquer, n'hésitez pas aussi parce que voilà, on est un collectif et l'idée, c'est de le partager. Vendredi, je vais aussi rencontrer TechStation donc à Tournai. Donc, on pourrait aussi proposer quelque chose avec les amis belges. En tout cas, Tech Hauts-de-France a une vocation euro-métropolitaine et donc c'est l'occasion de faire quelque chose. Voilà, peut-être une petite blague belge qui avait été évoquée lors du meet-up, de la table ronde Euratechnologie. Il nous avait dit... oui, si on vous a expliqué le marché belge une fois et que vous avez tout compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Donc voilà, ce sera l'occasion de croiser nos regards, en tout cas avec les amis belges. Mais en tout cas, voilà, déjà vous pouvez noter cette date et puis on vous tiendra au courant. Et puis voilà, Rose vous a concocté aussi un petit jeu pendant notre apéro cocktail barbecue qui s'appelle les Cognitivinettes. Donc voilà, vous avez donc reçu, je pense, un numéro avec les cartes. Alors je ne sais pas si les cartes, tu les as déjà distribuées, Rose ? Donc, ce sont des équipes de 3 personnes maximum, donc avec 2 types de questions, donc des mises en application, donc comment mettre en application certains principes cognitifs, et aussi qu'est-ce que c'est donc apprendre des principes cognitifs. Il y a sûrement des questions qui sont un peu dures, donc vous pouvez essayer de faire deviner aux personnes de votre équipe. Et lorsque vous avez fait deviner aux personnes de votre équipe, vous pouvez aussi faire deviner aux autres équipes, échanger les cartes, voilà. Voilà, et donc Rose sélectionnera la meilleure équipe et il y aura une bière EdTech en jeu. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer le jeu et aller voir Rose pour voilà, obtenir le gain. Super, bah voilà. Qui avait-il d'autre ? Voilà. N'hésitez pas en tout cas voilà, à partager aussi. On a un groupe WhatsApp pour les membres. On a un groupe WhatsApp pour le groupe sur l'IA et les EdTech. Donc
Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes membre, à les rejoindre pour être aussi tenu en courant en live. Et puis voilà, vous aurez toutes les réseaux sociaux, etc. Merci en tout cas pour toute cette écoute, cette attention. Hein. J'espère que, en tout cas, déjà cette présentation. Merci en tout cas, Frédéric, hein, pour tes précieux apports. Et puis voilà, on va lancer le barbecue qui est prêt. Et puis en attendant, voilà, je vous passe la petite musique aussi de Syconum qu'on a pu générer avec l'IA.